Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'agence d'attractivité Hello Lille et au nom de toute l'équipe Hello Lille. J'en suis le directeur, je suis très heureux de vous accueillir si nombreux ce matin. Vous êtes très nombreux venant d'univers et de secteurs très différents. Beaucoup d'entre vous êtes nos ambassadeurs venant de la culture, du tourisme, de l'événementiel, de la tech, de la recherche, de l'université, de la médecine. Bref, et du monde économique au sens large, on est très heureux de vous retrouver ce matin. Ce webinaire intervient à un moment important pour notre pays, puisque cet après-midi, le Premier ministre aura l'occasion à 15 heures de s'exprimer sur l'après 11 mai. Hello Lille est le bras armé de la métropole européenne de Lille en matière d'attractivité. Notre mission est de faire rayonner notre territoire en France et à l'étranger en s'appuyant sur un réseau d'ambassadeurs le plus divers possible. Ce matin, au vu des questions importantes que vous êtes posées et au vu de votre mobilisation, nous avons souhaité faire appel à l'un de nos ambassadeurs les plus emblématiques, l'Institut Pasteur de Lille. En première ligne sur la recherche contre le virus, toutes les équipes de l'Institut Pasteur de Lille font notre fierté, la fierté de notre territoire et bien au-delà. Et ce matin, c'est le professeur Daniel Camus, que je salue, qui en sera l'un de ses éminents représentants. Le mode d'emploi de ce webinaire est assez simple. Essayez de répondre au maximum de vos questions. Vous avez été très, très nombreux à nous en envoyer déjà des questions et vous avez encore le temps de le faire, et puisqu'il vous reste maintenant 20 minutes à partir de maintenant pour interpeller le professeur Camus via l'onglet qui est situé en bas de votre écran, l'onglet Q et R qui est pour questions et réponses. Et dans quelques minutes, Pierre-Yves Billon, que je salue également, qui anime le réseau des ambassadeurs Hello Lille, se fera votre porte-parole auprès du professeur Camus. Vous pouvez également, dans ce même onglet QR, voter pour les questions qui vous semblent correspondre le plus à vos attentes. Professeur Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille. Vous étiez en charge au moment de la pandémie du virus H1N1 de la prévention et de la gestion des risques infectieux au sein du ministère de la Santé. Et vous êtes aujourd'hui, en plus de l'Institut Pasteur de Lille, au cœur des enjeux puisque vous êtes membre du Haut Conseil de la santé publique, qui est un organisme important puisque au travers de ses rapports, il aide à la décision, il aide à la prise de décision le ministre de la Santé, Olivier Véran. Donc, merci de vous prêter à ce jeu cette fin de matinée avec nous. Première question et premier sujet qui a fait l'objet de nombreuses questions, c'est sur l'Institut Pasteur de Lille en lui-même. On peut parfois avoir des questions et il est important que vous puissiez nous dire en quelques mots c'est quoi l'Institut Pasteur de Lille, notamment par rapport à l'Institut Pasteur de Paris, avec lequel parfois on peut le confondre. Alors, l'Institut Pasteur de Lille a été créé. Et c'est important de comprendre la démarche, parce qu'il y avait un gros problème au cœur de la cité lilloise, qui était celui de la diphtérie. Et pour répondre à un besoin de santé publique, eh bien, les scientifiques de l'époque, donc en particulier M. Pasteur, ont uni leurs efforts. La ville de Lille a acheté le terrain. C'est ainsi qu'est né le premier institut dont le premier directeur a été Albert Calmette, Émile Roux étant celui qui avait créé le dispensaire justement pour traiter de la sérothérapie. Donc il y a toujours eu l'appui des Lillois et deuxièmement cette volonté de faire de la recherche pour que tout le monde en tire les bénéfices. C'est extrêmement important. On fait pas, bien sûr, il faut qu'il y ait des recherches très fondamentales, mais il est important aussi que quand il y a des possibilités, que ça représente une possibilité d'amélioration de la santé publique, eh bien, ce soit mis à profit. Voilà. Merci beaucoup. Et on sait que l'Institut Pasteur… Allez-y, pardon. Il y a 120 ans que la maison existe. Et c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique, donc j'insiste, ce n'est pas un organisme d'État. Et sa position par rapport à l'Institut Pasteur de Paris, eh bien, alors il y a beaucoup de relations entre les deux instituts au niveau des scientifiques en particulier, mais ce sont deux structures indépendantes
l'Institut Pasteur de Lille, comme l'Institut Pasteur à Paris, ont leur propre système de fonctionnement. Merci beaucoup. On sait, et beaucoup de gens sont derrière vous en termes de recherche, on évoquera tout à l'heure la question de la recherche, et beaucoup de questions posent sur le fait de savoir si vous disposez de moyens suffisants pour mener à bien ces recherches. Ben, bien entendu, vous vous doutez de la réponse. On est toujours demandeur de crédit, c'est évident. Il n'y a pas de la recherche est quelque chose qui coûte très cher. Mais enfin, je veux dire, par rapport au service rendu après, le coût est bien entendu, le coût-bénéfice est largement en faveur de la recherche. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessite de mobiliser des fonds importants et de maintenir l'effort pendant longtemps parce qu'on n'est pas d'un seul coup spécialiste des coronavirus. Ceux des scientifiques qui à l'Institut travaillent sur ce sujet depuis de nombreuses années. Donc il y a des compétences qui s'acquièrent comme ça, de l'expérience, et il faut bien entendu que ces équipes soient soutenues, sinon il n'y aura jamais de retombées pratiques pour l'ensemble de la population. L'occasion de rappeler que l'Institut Pasteur de Lille a lancé un appel aux dons qui est toujours actif sur votre page d'accueil du site de l'Institut Pasteur de Lille. Vous avez mis en place aussi récemment une task force, un nom un peu, un nom un peu emblématique. Et concrètement, en quelques mots, de qui est-elle composée, cette task force, et quelles sont ses missions? Alors, en fait, je viens de vous le dire, dans l'Institut, il y a des équipes qui travaillaient déjà sur ces thématiques. Si on peut avoir la photo, voilà. Ça va venir, ça va venir. On peut avoir la diapo suivante. La suivante. La suivante. Voilà. Il y avait une équipe qui avait déjà une forte expérience de la connaissance des coronavirus. Je vous l'ai dit, on ne devient pas un spécialiste du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc, il y avait une connaissance des coronavirus. Les coronavirus, on en avait déjà parlé. Le SRAS en 2003, le MERS-CoV, qui est un virus qui sévit en Arabie Saoudite, faisait déjà l'objet d'études. Et bien entendu, maintenant, le laboratoire a évolué vers une étude sur le SARS-CoV-2. Donc, il y avait déjà toute une expérience sur les virus. Et puis, il y avait un autre laboratoire qui disposait d'une chimiothèque. Alors, une chimiothèque, si je vais faire simple, c'est une banque de médicaments qui sont déjà des médicaments existants, qui ont déjà des autorisations de mise sur le marché, qui sont utilisés pour d'autres, bien entendu, d'autres raisons que les coronavirus, mais qui peuvent être testés plus rapidement que des molécules qui n'ont pas leur autorisation de mise sur le marché et pour lesquelles toute une série d'études préliminaires sont extrêmement importantes sur leur innocuité et leur efficacité. Il faut d'abord que ce soit fait avant de pouvoir les utiliser. Donc là, on brûle une étape, on gagne une étape importante, en partant de molécules qui sont déjà connues et référencées. Et puis, il fallait un troisième élément, c'était que quand on veut tester un très grand nombre de molécules, il faut des techniques semi-automatisées. Vous ne pouvez pas imaginer que pour chaque molécule que l'on veut tester, il faut la tester plusieurs fois, plusieurs dilutions dans différentes situations. Vous ne pouvez pas imaginer que tout ça, ça se fasse par des petites observations microscopiques. Il faut standardiser ça et il faut l'automatiser. Alors, on n'est pas arrivé à une automatisation complète, mais on arrive à une semi-automatisation sur des appareils qui sont extrêmement sophistiqués, dont vous avez une vue là sur le diaporama. Et donc, c'est en réunissant ces trois forces préexistantes à l'Institut Pasteur que s'est constitué ce qu'on appelle la task force voulue par notre directeur, M. Xavier Nassif. Merci beaucoup. Comme vous le savez, cette conférence a suscité beaucoup d'engouement ce matin et nous sommes en direct à plus de 500 participants. Nous venons de passer la barre des 500 participants. Vous savez que l'une des questions les plus importantes porte sur la question des vaccins, des traitements. Il y a beaucoup de questions qui nous sont parvenues sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est des recherches et des essais cliniques? D'accord. Alors, on va reprendre peut-être on a laissé passer quelques diapositives, si on pouvait les reprendre.
celle du mur en particulier. Voilà. Alors, le symbole de cette diapositive, c'est de montrer que quand on a à combattre un agent infectieux, il faut essayer de dresser devant lui une espèce de muraille. Alors, cette muraille, elle est faite de quoi? Eh bien, elle est faite de différentes pierres ici. Pour ceux qui ont un peu voyagé, c'est les pierres parfaitement jointives d'un mur à Cusco. Eh bien, on s'aperçoit que la pierre la plus importante, c'est souvent le vaccin. Une fois qu'on a un vaccin, on a déjà fait une grande étape de lutte contre un virus ou une bactérie. Mais il y a d'autres moyens qui sont importants. Alors, il y a le traitement, bien entendu, que vous avez sur la gauche, le traitement spécifique, c'est-à-dire celui qui va tuer l'agent infectieux. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement spécifique, à côté du traitement symptomatique qui, lui, par exemple, pour le cas du coronavirus actuel, consiste à prendre du paracétamol pour atténuer la fièvre. Voilà. Donc ça, c'est un traitement symptomatique. Mais surtout, il faut aussi qu'il y ait d'autres éléments d'accompagnement qui sont, il faut être capable de dépister, ça paraît tout simple à dire, mais c'est pas si facile que ça de faire du dépistage, donc dépister efficacement les malades, être capable de les prendre en charge rapidement et dans les meilleures conditions. Je crois que de ce côté-là, ça marche pas trop mal en France. Et puis disposer de moyens comme les masques, bien entendu, respecter les règles d'hygiène, respecter les règles de distanciation, et puis espérer que se constitue une immunité naturelle. Ça, c'est la figure théorique. Pour comment dirais-je, le COVID, dans le cadre du Covid-19, diapo suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, en vaccin, il n'y en a pas et on n'en aura pas pendant longtemps. Parce que c'est long à mettre au point, c'est difficile, même en mettant, en essayant d'alléger certaines étapes. Il faut comprendre qu'on travaille sur du matériel vivant quand on fait un vaccin et qu'on ne manipule pas des molécules chimiques, on ne manipule pas des agents infectieux comme on manipule de la chimie. La chimie, on fait une synthèse, on obtient une nouvelle molécule, et puis une fois qu'on a une bonne chimie, eh bien on multiplie, c'est pas trop compliqué. Le vaccin, c'est différent, on travaille sur du vivant, avec énormément d'aléas, donc énormément de contrôles qui sont absolument indispensables pour pouvoir s'appuyer sur un vaccin efficace et fiable. L'autre, le dépistage, vous avez vu que les écouvillons qui ont été utilisés pour les RT-PCR, les techniques de diagnostic, là, on a quand même des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu être dépistés faute de tests. La prise en charge, tout s'est bien fait. Le système de santé a été fortement sollicité, mais pour le moment, on sort vainqueur. Les masques, je ne vais pas revenir sur la thématique, on en reparlera probablement. Enfin, c'est pas tout le monde n'a pas de masque ou tout le monde n'a pas eu de masque. Les mesures d'hygiène sont assez bien comprises en général, il n'y a pas trop de problèmes. Je crois que le lavage des mains est rentré maintenant véritablement dans les mœurs. La distanciation, ça c'est les mesures que l'on prend pour éviter que les gens se rencontrent. Là, c'est accepté par la population, donc c'est une arme importante. Et puis vous voyez que immunité naturelle, là, on n'a pas d'immunité naturelle. Pourquoi? Parce que tous les patients, tous les sujets qui sont infectés par le virus ne développent pas obligatoirement une protection. Et il y a relativement peu de sujets qui ont été infectés. Ce qui fait que l'immunité naturelle, c'est-à-dire l'immunité de population, qui fait qu'à partir du moment où un pourcentage suffisant de la population est protégée, fait que le virus ne passe plus, eh bien cette immunité, on en est loin, même on en est très loin, puisque vous avez entendu les chiffres, probablement pour l'ensemble de la France, au 11 mai, on ne sera à une immunité de population que de l'ordre de 6%, alors qu'il faudrait, pour que l'immunité naturelle joue pleinement sur cette immunité, enfin, induite par la maladie naturelle, pour que cette immunité soit efficace, il faudrait qu'il y ait 70% de la population qui ait fait la maladie
ou qui étaient vaccinés. Mais le vaccin, je crois je vous l'ai dit. Alors, à l'Institut, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas parlé de la thérapeutique, mais justement, on travaille sur la thérapeutique spécifique. C'est-à-dire que, je vous l'ai montré à travers les images sur la task force, on a réuni nos forces pour essayer de découvrir un traitement spécifique, c'est-à-dire un traitement qui détruit. Alors, depuis hier soir, tout le monde a entendu parler du tocilizumab, qui est une molécule qui évite les formes graves de la maladie, mais c'est de l'ordre du traitement symptomatique. Ça n'est pas un traitement spécifique. Ça ne détruit pas le virus. Ça permet de passer d'aider l'organisme à passer une étape extrêmement pénible, quelquefois. C'est encore donc du domaine du traitement symptomatique. Nous, ce que l'on veut trouver, c'est un traitement qui tue le virus et de telle façon qu'on puisse l'administrer le plus rapidement possible au début de la maladie et que, bien entendu, se débarrassant de ces virus ou étant débarrassé de ces virus, le sujet ne fasse pas les formes graves. Pour le moment, il n'y a aucun traitement spécifique. L'hydroxychloroquine du professeur Raoult n'a pas fait la démonstration de son efficacité du tout dans les premières étapes de la maladie. On n'a pas d'éléments. Donc, c'est pour ça que les recherches à l'Institut, je crois, sont parfaitement justifiées dans une optique qui est complémentaire des autres, mais qui est quand même fondamentale. Et en tout cas, qu'on peut essayer d'obtenir avant la mise au point d'un vaccin. Merci. Est-ce que vous pouvez en venir justement à l'épidémie? On est tous les jours, évidemment, on reçoit beaucoup de chiffres, beaucoup de données qui nous sont fournies par les autorités sanitaires. Est-ce que vous pouvez faire un point rapide sur l'état de l'épidémie en France et aussi dans notre région, parce qu'on a à cœur aussi de savoir comment se défendre notre région face à l'épidémie? Voilà. Alors, vous le savez, les chiffres, malheureusement, sont en constante augmentation. Tous les jours, on apprend. Mais on peut peut-être nous donner les diapositives suivantes. Voilà. Alors, là, c'est une mise à jour en temps réel qui est faite. J'ai pris l'écran d'hier soir. Voilà. Alors là, on a une idée de ce qui se passe à peu près partout dans le monde. On voit très, très bien entendu, le foyer nord-américain qui est extrêmement important. Le foyer européen, qui est également très, très important, et un foyer asiatique qui tente à s'amenuiser. Bon, mais là, on ne sait pas non plus si on a malheureusement, on ne sait pas si on a toutes les données. Donc, c'est une maladie qui rapidement a touché l'ensemble du monde. Ça correspond bien à la définition d'une pandémie. Je rappelle que la notion de pandémie, ce n'est pas obligatoirement la notion de la gravité, c'est la notion de l'extension sur la planète. Et là, on a une maladie qui touche tous les continents. Il n'y a aucun continent qui soit indemne de risque. Voilà, donc pour la situation mondiale. Pour la diapositive suivante. Voilà. Alors, pour la France, eh bien, somme toute, toutes les régions ne sont pas touchées de la même façon. Et on voit très, très bien sur cette planche qu'il y a quatre zones. Il y a une zone qui est la zone Grand Est et Île-de-France. Grand Est, c'est là que sont apparus les premiers cas. Quand apparaissent ces premiers cas, c'est toujours difficile de les diagnostiquer. Une fois qu'on est prévenu, on diagnostique beaucoup plus vite. Là, ça a été un petit peu la surprise, il faut le reconnaître, pour tout le monde. Donc, il y a eu ce foyer dans le Grand Est. Et puis l'Île-de-France, étant donné la population, la densité de population, une fois que le virus est rentré en Île-de-France, bien entendu, il s'est diffusé de façon extrêmement forte. Donc ça, c'est la première zone. Il y a une zone un peu moins touchée qui comprend le nord et l'est. Vous avez une troisième zone qui va, je dirais, de Rouen à Marseille ou à Nice, voilà, et qui, bien entendu, avec un nombre de cas qui est quand même relativement important. Et puis une zone moins touchée, nettement moins touchée, qui est la zone de l'Ouest que vous voyez, donc à l'extrême gauche. Voilà à peu près pour la situation française. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est qu'actuellement, on voit le nombre journalier des malades qui sont hospitalisés en réanimation. On voit que ce nombre stagne, voire même décroît légèrement.
Et alors, pourquoi on a pris on prend ce critère hospitalisé en réanimation? Parce que on n'a pas la possibilité de compter tous les cas, d'avoir un dénombrement de tous les cas en France, c'est pas possible. Donc, on prend un critère qui est un critère qui est accepté par tous les médecins, c'est-à-dire que on met quelqu'un en réanimation lorsqu'il y a un certain nombre de critères qui sont réunis. Donc, c'est scientifiquement très élaboré et très juste. Donc, ce qui fait que si on voit la courbe là fléchir un peu, ben, ça veut dire que obligatoirement, il y a moins de cas autour de ces patients et il y a une amélioration de la situation. Donc, on est dans une phase d'amélioration, mais vous le remarquez quand même, hein, on flirtait là avec les 7000 cas, on est encore dans plus de 6000 cas qui sont en réanimation et on a un nombre de décès qui a dépassé quand même les 22 000, maintenant 23 000. Donc ça reste quand même quelque chose de très préoccupant. Ça va mieux, c'est encourageant, on est loin d'en être sorti. Hein. Vous le disiez il y a quelques secondes, on a en point de mire évidemment le 11 mai, la date du déconfinement, et on sait, vous l'avez montré dans votre carte, que toutes les régions françaises n'ont pas été touchées de la même manière. Et donc la question se pose sur la question de l'immunité. Et on a des chiffres, des premiers chiffres qui viennent de paraître sur la situation par région au 11 mai, sur le taux d'infection et d'immunité des Français. Oui, alors si on peut avoir la photo, voilà, ça c'est au 11 mai, voilà quelle devrait être la situation. Il ne doit pas y avoir, la marge d'erreur n'est pas tellement importante. Et on retrouve un peu ce découpage en différentes zones qu'on voyait tout à l'heure sur la prévalence de la maladie. Donc on voit bien que la proportion d'infectés est beaucoup plus importante dans le Grand Est et en Île-de-France, donc à Strasbourg par exemple, qu'elle ne le sera à Bordeaux ou à Bayonne. Donc, on va avoir une proportion de sujets infectés qui va varier en fonction des régions. Mais attention à la terminologie. J'ai bien utilisé le mot proportion infectée. Et ce qui ne veut pas dire que c'est la même proportion qui sera protégée. En effet, tous les sujets qui sont infectés ne développent pas une immunité. Alors qu'en général, par exemple, pour de nombreuses maladies infectieuses, une fois qu'on a fait la maladie, on ne la refait pas, je ne dis pas qu'on ne la refait jamais plus, mais quelquefois, on ne la refait pas, on est au moins protégé pour plusieurs dizaines d'années. Là, la situation semble tout à fait différente. En effet, on s'est aperçu qu'un certain nombre de sujets ne développaient pas les bons anticorps. Je m'explique. Quand vous êtes infecté par un virus ou un agent infectieux en général, votre corps réagit, répond pour expulser cet agent infectieux. Et pour expulser cet agent infectieux, il utilise une arme, il produit des molécules qu'on appelle les anticorps. Eh bien, normalement, les anticorps sont faits pour tuer. Eh bien, dans le cas du Covid, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il y a des anticorps qui, bien entendu, vont être capables de tuer le virus. C'est ce qu'on appelle les anticorps neutralisants. Ils vont neutraliser le virus. À côté de ça, vous avez des anticorps qui sont non neutralisants. Et pour vous donner une image, je vais imaginer que ce soit vous le virus. Vous soyez un virus ou que je cherche à vous combattre. Je vais jeter sur vous des anticorps. Si je jette mes anticorps, si les anticorps réussissent à atteindre votre cerveau ou votre cœur ou votre poumon, vous serez mort et tant mieux. Je parle du virus. Hein. Si par contre, les anticorps atteignent votre jambe, ça va vous blesser et ça ne va pas vous tuer. Donc ça veut dire que tous les anticorps produits n'ont pas une capacité à tuer. Donc on a des anticorps tueurs, neutralisants, des anticorps non tueurs, et on s'est même aperçu d'une troisième catégorie d'anticorps dans le cadre du Covid-19, c'est qu'il existe des anticorps facilitants, c'est-à-dire que si l'anticorps se fixe sur le virus, eh bien ça facilite la pénétration du virus dans une cellule. J'ai oublié de dire qu'un virus ne peut jamais se développer en dehors d'une cellule, il lui faut une cellule. Donc là, vous avez les anticorps qui viennent sur le virus, et le virus, au lieu d'être gêné dans sa pénétration d'une cellule, eh bien au contraire, il va se retrouver aidé dans son processus de pénétration.
Alors, ce n'est pas la première fois qu'on avait déjà observé ça pour d'autres agents infectieux, mais là, ça prend une ampleur un peu plus aiguë. Ce qui fait que c'est quelqu'un qui est infecté au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas les bons tests, eh bien, on ne pourra pas dire s'il est protégé ou non. Et c'est pour ça que il faut bien expliquer que les tests que l'on attend, les tests sérologiques, n'arriveront pas tout de suite parce qu'il faut trouver un test simple d'utilisation pour détecter que les anticorps neutralisants. Bien entendu, c'est ça qui sera un élément épidémiologique important permettant de dire à la population, vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé. On a déjà des techniques pour détecter les anticorps neutralisants. Ce sont des techniques très lourdes. On ne peut faire que quelques dizaines de tests par jour, alors qu'il faudrait pouvoir en faire quelques milliers. Donc c'est là-dessus que travaillent les labos. Donc c'est pas qu'on. Alors là, quand j'entends oui, on ne s'est pas préparé. Non, il y a une découverte qui a été faite en travaillant et malheureusement, on se retrouve confronté à cette nouvelle difficulté. Merci beaucoup pour ce premier point d'étape qui nous a permis d'y voir un peu plus clair à la fois sur l'Institut Pasteur de Lille et aussi sur la situation aujourd'hui en France et dans notre région. Le principe, évidemment, de cette matinée, c'est les questions. Pierre-Yves Billon en a enregistré quelques-unes, très nombreuses. Et comme vous le voyez, puisque nous sommes en direct, nous sommes 556 autour de cette table virtuelle. Donc, nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, hein, on peut d'ores et déjà vous le dire, mais Pierre-Yves en a reçu beaucoup et il va vous en poser de nombreuses, l'idée étant d'échanger le plus rapidement possible et de façon la plus pédagogique, puisque tout le monde n'est pas forcément, et moi le premier, scientifique ou en tout cas expert de la question. Pierre-Yves. Oui, merci François. Professeur Camus, je vais d'abord vous poser les questions reçues en amont et puis on se gardera quelques minutes en fin de session pour les questions qui sont en train d'affluer sur l'interface Zoom. Tout d'abord, il y a pas mal d'interrogations sur la durée de l'épidémie. Une épidémie de grippe dure habituellement 4 mois. Pourquoi ce virus resterait plus longtemps en circulation? Et y a-t-il un risque d'une nouvelle vague d'épidémie où ce Covid va évoluer sur un rythme saisonnier? Qu'en pensez-vous? Alors, premièrement, quand on parle de 10, 11, 12 semaines, attendez, j'ai sur mon écran un petit gag là, je vais essayer de le corriger. Quand on se réfère à la grippe, eh bien, on sait que l'épidémie va être de l'ordre de 10 à 12 semaines en général. Pour les autres maladies, ce n'est pas toujours tout à fait pareil. Mais restons sur ce schéma de 10 à 12 semaines. Ça, c'est quand on intervient peu ou pas beaucoup sur le développement de la maladie. C'est à peu près le délai pour que la maladie se répande dans la population, crée une immunité de groupe, et cette immunité de groupe va finir par éliminer le virus. Tout ça, ça dure un certain nombre de semaines. Ici, on ne connaît pas exactement les caractéristiques du Covid. Est-ce que ce n'est pas un virus qui aurait une courbe d'évolution qui soit ou plus courte ou plus longue? Plus courte, non. Peut-être plus longue. C'est possible. Mais ce qui va surtout, ce qui fait surtout qu'on ne peut pas donner de chiffres pour le moment, c'est le fait qu'on intervient sur ce déroulé. C'est-à-dire que la maladie, on ne la laisse pas évoluer comme on veut, puisqu'on a fait du confinement, on traite les patients, on les isole. Tout ça fait que la maladie ne peut pas évoluer naturellement. Et donc, on essaie de l'étaler. C'est le but qui a été recherché. Je rappelle qu'on a fait ça. Ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un confinement plus long. Hein. C'était simplement pour éviter une trop forte mise en tension du système de soins. Donc, l'objectif est très clair. Donc, on est en train de modifier la courbe, ce qui fait que pour le moment, on ne peut pas dire combien de temps ça va durer. Ça peut durer très longtemps, et en particulier, tant qu'on n'aura pas de traitement, tant qu'on n'aura pas de vaccin, c'est sûr que ça peut s'étaler pendant très longtemps. Quant à la saisonnalité, c'est une bonne question, c'est vrai qu'en général, pour beaucoup de virus, les virus qui touchent la sphère ORL ou la sphère bronchique, on les voit plutôt, les virus ou les bactéries, on les voit plutôt sur la période hivernale. Là, vous avez vu, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas un temps fantastique, mais on a eu quand même un très beau pré-printemps. Ça n'a l'air pour toute la France, et ça n'a pas l'air de jouer beaucoup sur l'évolution de la maladie.
Donc là aussi, on s'aperçoit on apprend à connaître ce virus. Il n'est pas sujet à cette saisonnalité et on le regrette bien entendu. On parlait des tests tout à l'heure. Quand va-t-on pouvoir tester la sérologie des habitants pour savoir qui est immunisé, y compris ceux qui ont été porteurs sains ou avec peu de symptômes? Bien, je crois que j'ai partiellement répondu tout à l'heure. Vous avez vu que les tests, là, au départ, qui devaient être des tests sérologiques simples, hein, on met l'anticorps sur un petit bout, sur une bandelette de papier où il y a un petit peu d'antigène, ça réagit, on voit une petite marque. Alors on dit, voilà, vous avez les anticorps, vous avez fait la maladie, donc vous êtes protégé. Mais là, vous avez vu que le raisonnement n'est pas du tout le même. Vous avez les anticorps, mais est-ce que vous avez bien les bons anticorps? Donc on n'a pas encore les tests, et en tout cas des tests simples pour le faire, qui puissent se permettre de répondre à cette question à très grande échelle, c'est-à-dire sur des millions de Français. On ne les a pas pour le moment, ils sont en cours de mise au point. Donc, je ne peux pas vous donner un calendrier, ce n'est pas possible. D'accord. Sachant que le port du masque est vivement conseillé, dois-je aussi porter des gants et quelles sont les contraintes pour une bonne utilisation des gants? Alors, je crois que tous ceux qui font de l'infectiologie le disent. Les gants, c'est une fausse protection. On a l'impression bien sûr, on se protège soi-même, mais on les manipule mal. Et de telle façon que souvent, on les contamine, ces gants. Et puis, sous prétexte que finalement, soi-même, on se sent protégé, eh bien, on prend des tas de choses avec ces gants. Donc, on contamine tous les objets qui sont autour de soi. Ça, c'est le risque classique. Bien entendu, dans les hôpitaux, il y a des masques, mais là, les gens sont habitués à mettre, il y a des gants, ils sont habitués à mettre les gants, à les retirer, et à retirer selon des règles très précises, de telle façon à ce que quand on les enlève, on ne manipule pas, on ne disperse pas le virus un petit peu partout. Ce qui est très important, par contre, c'est de se laver fréquemment les mains. Donc, on va au supermarché, on a fait son supermarché, on prend une solution hydroalcoolique, peut-être qu'on a laissé une petite bouteille qu'on a laissée dans sa portière de voiture, ou si on n'en a pas, quand on rentre chez soi, on se lave convenablement les mains. C'est 30 secondes, pardon, 30 secondes à l'eau et au savon, c'est une excellente désinfection des mains. Hein. Bien entendu, la solution hydroalcoolique est recommandée, mais on n'en a pas toujours sous la main. Mais il faut se laver les mains. Donc le gant, c'est une fausse protection pour le grand public. D'accord. Et alors, concernant les masques grand public, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, dans quel contexte et comment les utiliser? Alors, les masques, je crois qu'on peut parler technique là, parce que tout le monde est habitué à la terminologie maintenant. Vous avez les masques FFP2. Ceux-là, on les réserve aux médecins qui interviennent sur les malades et qui ont en particulier des actes invasifs. Vous avez l'intubation, des choses comme ça, on va sur la cavité, sur la bouche, le tractus ORL, on met une sonde d'intubation. Tout ça sont des actes qui exposent le personnel à un risque majeur, donc on leur donne des masques FFP2. Les masques chirurgicaux, c'est plutôt pour ceux qui toussent, parce qu'ils vous protègent en partie, mais pas fantastiquement, c'est vrai, d'un virus qui arrive. Mais par contre, c'est surtout pour empêcher la diffusion du virus. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait bien les porter. Mais alors là, je suis un peu choqué, hein, je le cache pas. Combien de fois j'entends les gens, oui, on n'a pas de masque, mais quand je vois la façon dont ils les portent, c'est comme s'ils n'avaient rien. Hein. Quand je vois le bout du nez de celui qui porte son masque, je vois le haut du masque arriver au bout du nez, pour moi, le masque ne sert à rien. Donc, il faut bien les ajuster, il faut bien les mettre. Ce n'est pas facile chez les enfants, je le reconnais. Mais enfin, au moins pour les adultes, mettez-les très convenablement. Et puis, il y a des nouveaux masques qui arrivent. Enfin, ils n'arrivent pas. L'AFNOR, qui est un organisme d'accréditation qui fixe des normes, l'AFNOR a créé un protocole qui est mis en ligne sur leur site afno.fr. Enfin, c'est l'AFNOR. Et il y a des masques là qui sont des masques grand public qui ont des performances peut-être pas aussi puissantes, bien sûr, que le FFP2 ou les masques chirurgicaux, mais qui bloquent quand même 60. Alors, il y a deux types de masques.
mais ça bloque, alors je regarde les chiffres là, de 70 à 95% des particules de 3 microns. Donc, c'est un excellent masque. La méthode de production et de réalisation est très bien expliquée et ils donnent même les adresses sur leur site des endroits où on peut les trouver, mais on peut éventuellement les fabriquer soi-même si on respecte leur protocole. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Ce sont bien entendu des masques qui seront lavables, réutilisables. Ils ont déjà été produits, hein. Il y en a déjà qui ont été largement produits. Il faut souhaiter que ça puisse continuer, de façon à ce que chacun puisse avoir à sa disposition un jeu de masques, hein, parce que c'est vrai qu'on les rentre chez soi, il faut le laver. Le lavage, 60 degrés, 30 minutes. 60 degrés, 30 minutes. N'aspergez pas de solution hydroalcoolique sur vos masques au prétexte de les nettoyer. Hein. Faites surtout pas ça. Parce qu'après, vous allez le respirer. La solution hydroalcoolique, vous allez la mettre dans vos poumons. Ce n'est pas très, très bon. Donc, voilà. On les lave simplement, 60 degrés, 30 minutes. Je ne fais jamais la lessive, mais je suppose que ça doit exister. Il doit bien avoir un programme pour ça sur les machines. Donc, ce n'est pas la peine de les porter à ébullition. Ça ne sert à rien. 60 degrés, le virus est détruit. Alors, bien entendu, il y a les masques aussi qui sont faits. On a vu beaucoup de personnes se dévouer pour faire des masques. Ils ont leur utilité. Hein. Faut pas je ne les condamne pas, hein. Attention. On n'a pas de normes dessus. Donc, leurs performances sont plus difficilement évaluables. Mais ce n'est pas négligeable. Hein. Si vous voulez en porter, portez-en. Hein. Il n'y a pas de problème. Merci. Autre question, quels rassemblements familiaux, professionnels, culturels, sportifs, associatifs sera-t-il raisonnable de tenir et dans quelles conditions pendant cette période qui risque d'être longue? Et je pense notamment aux rassemblements sportifs. Est-ce qu'il y a des conditions particulières? Alors, le Haut Conseil de santé publique, dont j'ai le bonheur de faire partie, on a fixé des règles générales, en fait. Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a une diapositive là-dessus. Si on pouvait la voir. Il faut dire à ceux qui nous suivent que pour Pierre, ce n'est pas facile. Hein. C'est un vrai jonglage. Voilà. C'est chapitre 1, distanciation physique hors activité sportive. Voilà. Pour toutes les activités, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, il faut respecter une distance physique d'au moins 1 mètre. Donc, c'est une règle qui s'applique, je le dis, aussi bien pour les personnes qui sont à l'extérieur que celles qui sont à l'intérieur. Cette règle des 1 mètre, bien entendu, elle se complète du port de masque, et en particulier si on sait que cette distance ne pourra pas être respectée, même quelquefois que quelques secondes. Il suffit d'avoir un contact très bref avec un malade ou un émetteur de virus pour que l'infection se fasse. Donc, si on a la notion qu'on ne pourra pas éviter par moment cette distance de moins d'1 mètre, eh bien, il faut porter un masque absolument. Donc, je dirais que quand on sort, quand on va à une manifestation, on met son masque et on essaye de rester à plus d'1 mètre des autres personnes. Voilà. Alors, il y a une autre règle. Est-ce que la règle d'1 mètre, essayez de la mettre en pratique dans un supermarché. Moi, je me mets à la place dans un magasin quelconque. Mettez-vous à la place du professionnel, c'est pas toujours facile de faire des petites bandes barrières parce que c'est 1 mètre devant, 1 mètre derrière, 1 mètre sur le côté. Donc, on a fixé une autre règle qui est la règle des 4 mètres carrés. Alors, c'est simple à comprendre. Dans un local, pour la partie qui peut être accessible au public, c'est-à-dire la partie sur laquelle le public peut marcher, eh bien, pour savoir combien de personnes peuvent être acceptées, notre recommandation, c'est de dire, vous avez X mètres carrés, vous divisez par 4 et vous avez le nombre de personnes. J'ai bien dit la partie où on peut marcher, exemple dans les grandes surfaces, eh bien, il ne faut pas prendre la surface totale du magasin et diviser par 4. Il faut prendre la surface des allées, c'est-à-dire là où on marche. Il faut supprimer donc la surface qui est occupée. Il ne faut pas prendre en compte la surface qui est occupée par les étagères et qui est très importante quand même dans un supermarché.
Mais je remarque que dans tous les commerces, petits ou grands ou supermarchés, il y a beaucoup de vigilance, il y a beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de sérieux. Voilà, donc c'est règle générale. Sera-t-il, sur le retour au travail à partir du 11 mai, sera-t-il raisonnable de retourner au bureau à partir du 11 mai si on peut travailler à distance? Il est obligatoirement, le déconfinement va amener une reprise de l'épidémie. C'est inéluctable. Il ne faut pas être devin pour le dire. Donc, si ce retour à la vie normale peut se faire progressivement, c'est tant mieux. Donc, pour répondre à votre question, si on a encore la possibilité du télétravail, restez en télétravail. Et je reviens sur une question précédente. Est-ce qu'il y a des recommandations spécifiques pour les activités sportives? Ah, ben oui, vous avez raison. Je crois que j'ai une petite planche. Si vous pouviez me la mettre. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Pour les activités sportives, c'est tout à fait différent. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui a une activité sportive, par exemple vélo, footing, eh bien, s'il tousse, d'abord, il y a des projections beaucoup plus fréquentes, et s'il tousse, il peut quelquefois contaminer son entourage assez facilement, même si on a l'impression que, somme toute, on est dehors, donc il y a beaucoup plus d'espace et donc il y a beaucoup moins de risques. Ce n'est pas vrai. Pour une marche rapide, donc, on fixe la distance à 5 mètres, et pour un footing ou une pratique de vélo, c'est 10 mètres. Donc, il faut être très prudent lorsque l'on fait des activités sportives d'extérieur, à bien garder ces distances de protection. Alors, pour les activités sportives individuelles intérieures, là, il faut tenir compte des capacités du système ventilatoire qui assure la ventilation de la structure. Dans un gymnase, il faut veiller à ce que les structures, d'une part, soient bien entretenues et qu'elles soient capables aussi de filtrer, enfin, d'avoir des filtres suffisamment performants. Mais donc, ça dépend beaucoup de ces facteurs-là, mais on respecte à nouveau la règle au moins des 4 mètres carrés. Il ne faut surtout pas descendre en dessous pour des activités sportives individuelles intérieures. D'accord. Alors, pour les activités collectives, eh bien, on ne recommande pas la reprise des activités collectives, ni surtout des sports collectifs. Alors, ce qu'on appelle sport collectif, ce sont des sports qui se pratiquent par la confrontation de 2 équipes. Ça, c'est un sport collectif. Le cyclisme n'est pas un sport collectif, le cyclisme est un sport d'équipe. Mais la même attitude la même recommandation de ne pas reprendre ce type d'activité prévaut également. Pour le moment, on ne recommande pas ni la reprise des sports collectifs, ni la reprise des sports d'équipe. Sur l'école maintenant, comment faut-il comprendre les modalités évoquées pour une reprise de l'école à partir du 11 mai? Et quid des grands-parents pour la garde des petits-enfants lorsqu'ils ne peuvent être accueillis à l'école? Alors, je pense que d'abord, il faut expliquer un peu le contexte parce que j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu. On est tous d'accord là-dessus, on ne peut pas vivre continuellement dans le confinement. Il faut arriver un peu à la fois à un déconfinement. Premier point. Donc, parmi ces mesures de déconfinement, on peut poser la question, est-ce qu'on rouvre ou on ne rouvre pas les écoles? Que fait le gouvernement? Le gouvernement dit une chose simple, il dit, vous pouvez mettre vos enfants à l'école si vous le voulez. Pourquoi il dit ça? Il dit ça tout seul pour une raison très simple. C'est qu'il y a des personnes qui ont absolument besoin de retourner au travail, tout simplement. Donc il faut que pour eux, les enfants puissent être mis à l'école. Je sais, l'école n'est pas une garderie. Mais en fait, ça peut quand même aussi aider les parents et ça n'est pas quelque chose de négligeable. Maintenant, si on ne veut pas mettre ses enfants, personne ne vous oblige à mettre vos enfants à l'école. Mais il faut comprendre que ça peut pour certains être une mesure extrêmement importante et pour leur faciliter leur vie de tous les jours.
Donc c'est comme ça qu'il faut prendre le problème. Et pas se demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Bon, chacun voit en son âme et conscience si il étudie la situation. Est-ce que, en particulier, les tout petits, c'est vrai, on est en général beaucoup plus réticents parce que les règles d'hygiène pour eux c'est plus difficile. Mais une fois 8-10 ans, les enfants sont parfaitement capables de comprendre et d'appliquer ces règles d'hygiène. Alors faut-il les mettre pour ceux qui ne veulent pas les remettre à l'école? Que je comprends aussi. Est-ce qu'il faut les mettre chez les grands-parents? Non. Alors là, faites pas ça. Parce qu'il va y avoir quand même de gros risques pour les grands-parents. Les plus âgés, il ne faut pas l'oublier, sont des personnes dites à risque, parce que pour eux, en cas d'infection, il y a plus de risques de faire une forme grave. Donc, ce n'est pas la peine d'augmenter cette probabilité de les rendre malades. Ne sollicitez pas les grands-parents pour garder les enfants. Alors, quel conseil pour les personnes à risque comme les femmes enceintes, les personnes âgées et tous ceux atteints de comorbidité dans le cadre de ce déconfinement? Donc, toutes ces personnes à risque sont des personnes qui… Le risque, c'est de voir chez eux apparaître des formes graves de la maladie qui nécessiteraient une réanimation en particulier. Donc, pour eux, eh bien, toutes les mesures, barrières, hygiène, distanciation, il faut les observer, port de masque, il faut les observer de façon extrêmement stricte. Pour eux, c'est fondamental, je dirais presque que c'est vital, parce que malheureusement, on sait qu'il y a un très fort pourcentage de décès chez les personnes qui sont admises en réanimation. Non pas que les réanimateurs ne soient pas bons, mais tout simplement parce que là, on a beaucoup de mal à récupérer les patients. Il faut des techniques très lourdes, des prises en charge extrêmement difficiles et qui ne sont pas à chaque fois vouées de succès. Quelles sont les mesures de décontamination à mettre en œuvre au moment du retour dans nos locaux, bureaux, salles d'exposition, je pense qu'on parle d'un musée, fermé depuis le 15 mars. Et question sur la climatisation, est-ce qu'il y a des mesures spécifiques à envisager au niveau des installations de climatisation, voilà, que ce soit dans un restaurant ou dans un musée? Beaucoup de questions, beaucoup de questions. Voilà. Alors, on va d'abord parler de la décontamination, au retour dans les bureaux. Alors, jusque maintenant, j'ai eu l'air d'être très restrictif. Là, je vais vous faire plaisir. Si vous n'avez pas fréquenté une pièce depuis plus de 15 jours, ce n'est pas la peine de la désinfecter. Et même 5 jours. Si vous n'êtes pas rentré dans une pièce depuis 5 jours, dites-vous que s'il y avait des virus à l'intérieur, ils se sont autodétruits. Donc, c'est pas pas de désinfection, faites simplement un nettoyage de propreté. Ça suffit amplement. Après, par contre, quand vous serez dans la pièce et que vous allez commencer à travailler dans la pièce, alors là, il faut des mesures de nettoyage accompagnées de mesures de désinfection qui soient faites régulièrement pour éviter qu'il y ait du virus un petit peu partout, sur les ordinateurs, les tables, les outils de travail. Mais donc, on est bien d'accord, pas nettoyage sans désinfection dans un local qui a été fermé depuis suffisamment longtemps. Et après, par la suite, dans la reprise de la vie courante, là, on fait bien entendu nettoyage et décontamination. Et alors, deuxième question, c'était sur la climatisation. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques à envisager, que ce soit dans un restaurant ou par exemple dans un musée, quand on sait que voilà, les systèmes de climatisation servent aussi à la conservation des œuvres? Comment on fait? Alors, d'abord, il faut s'entendre. Il y a la ventilation et la climatisation. C'est deux choses différentes. Dans nos appartements, on a souvent une ventilation qui est une ventilation par des bouches d'aération avec une prise d'air qui se fait souvent en haut des fenêtres. Il y a des petites trappes et puis il y a ce qu'on appelle les VMC. Bon. Tous ces systèmes-là captent l'air dehors, à l'extérieur. Cet air extérieur n'est pas un air contaminé. Il faut arrêter de se faire peur avec les virus qui volent comme ça dans l'air. On les a observés au microscope, il n'y a pas d'aile sur les virus. Ils ne volent pas dans l'air. Bon, ils peuvent être transportés par un flux, mais la probabilité pour que l'air qui pénètre dans une bouche, dans une prise d'air pour la ventilation, eh bien, est pratiquement nulle. Donc,
il n'y a pas de crainte à avoir. Le plus dangereux, alors après, il y a les ventilations, les climatisations. Les climatisations, elles peuvent être individuelles ou elles peuvent être collectives. Dans les climatisations individuelles, je dirais que presque c'est peut-être les plus dangereuses. Pourquoi? Parce que l'air n'est pas pris vers l'extérieur. L'air est toujours repris à l'intérieur. C'est un air qui recircule. D'accord? Puisqu'il y a une pompe à chaleur et il y a un échange qui fait que ça produit du froid. Il y a quand même des filtres. Mais les filtres, en général, n'ont pas des performances fantastiques et surtout sont mal entretenus. Donc, ceux qui ont des climatiseurs intérieurs, ils peuvent les faire fonctionner, mais il faut qu'ils se renseignent auprès du fabricant sur la nature des filtres et les performances des filtres et qu'ils s'assurent d'un nettoyage régulier de leurs filtres, voire d'un changement des filtres. À ce moment-là, on peut faire marcher son climatiseur. En ce qui concerne la climatisation collective, en général, ce n'est pas du tout le même principe. C'est pas, si, on produit du froid, mais on le véhicule par des grands tuyaux. Eh bien, les virus circulent très très peu dans ces grands tuyaux. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir que les virus n'arriveront pas jusqu'à l'appartement ou le bureau ou la pièce. Ils vont se perdre s'il y en a quelques-uns, hein, ils vont se perdre dans les tuyaux. Et dans les tuyaux, ils ne se multiplient pas. Le virus ne peut pas se multiplier s'il n'y a pas s'il n'y a pas des cellules. Alors que les bactéries, elles peuvent se multiplier en dehors des cellules. Donc le problème des bactéries comme les légionnelles, ce n'est pas du tout le problème du SARS-CoV qui, lui, ne peut pas se multiplier dans les conduits d'aération. Voilà. Alors, j'ai oublié de dire aussi, lorsque vous allez reprendre vos activités et que vous rentrez dans votre bureau, certes, et que vous avez été absent depuis plus de 5 jours, ce n'est pas la peine de désinfecter, mais par contre, il faut faire couler l'eau des robinets et la faire couler très chaude pour supprimer justement les légionnelles. Les légionnelles sont dans l'eau chaude, il ne faut absolument pas, il faut les ébouillanter véritablement pour éviter, donc faire couler assez longtemps et à la température maxima, laver un peu en quelque sorte, désinfecter par ce procédé la tuyauterie et le risque de légionellose. On a quelques questions sur le mode de propagation. Sur le musée, la question, c'est ça, vous m'avez posé. Hein. Oui. Alors là, c'est un vrai problème parce que dans un musée, l'aération est faite d'une façon très particulière. La majorité de l'air est un air recirculé, donc il pourrait véhiculer quelques particules. Et il y a très peu de prise d'air à l'extérieur. Donc, le conservateur du musée, qu'est-ce qu'il doit faire? D'abord, se rapprocher de celui qui est chargé de l'entretien ou de la construction de son système d'aération et de voir quelles sont les performances des filtres qui ont été placés sur la partie de recyclage. D'accord? Et s'il s'avère que ces performances sont insuffisantes, à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre choix que de fermer son établissement au public et de préserver quand même la ventilation pour que les œuvres ne soient pas abîmées par des variations d'hygrométrie en particulier. J'espère avoir répondu. Tout à fait. Encore sur le mode de propagation du virus, c'est pour ça qu'on a beaucoup de questions là-dessus. Le Covid-19 se transmet essentiellement par les postillons, donc sur un support humide. Que devient-il dans l'atmosphère par temps humide, brouillard, bruine, pluie fine? Oui, alors, je comprends très bien. Il peut y avoir une petite, comment dirais-je, diffusion facilitée par le fait qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent, mais les gouttes d'eau, elles tombent de haut en bas, hein, non? Il me semble que c'est une loi physique qui est toujours la même. Donc, si vous postillonnez, si vous crachez, l'eau, elle va plutôt avoir tendance à rabattre. Je ne devrais pas taper sur mon ordinateur, ça va donner l'eau va rabattre la gouttelette sur laquelle qui porte un virus, et donc la distance d'1 mètre, la distanciation d'1 mètre reste valable. Encore une question avec un cas concret. Le
coronavirus se transmet-il par les objets? Quelles mesures prendre dans une bibliothèque associative lors des échanges de livres? Faut-il stocker dans une zone de déconfinement les livres et pendant combien de temps? Alors, oui, il faut déconfiner les. Vous pouvez déconfiner les livres, mais moi, je vous conseille de faire autre chose. Hein. C'est de laisser vos livres tranquilles pendant une semaine. Hein. Vous n'y touchez pas. Hein. Le virus va s'autodétruire. Faites un nettoyage après pour éviter la poussière sur la tranche du livre, mais vous n'avez pas besoin de désinfecter vos bouquins. Hein. Il suffit d'attendre, le virus s'autodétruit. Sur les masques et les protections, pourriez-vous nous indiquer si la visière de protection est une protection aussi efficace que le masque chirurgical? Et la visière de protection peut-elle remplacer le masque chirurgical pour un infirmier de santé au travail qui exerce au sein d'un service de santé dans l'entreprise? Question précise aussi. Le masque n'est pas un outil de remplacement, c'est un outil complémentaire. Pour la visière. Qui sont pas, la visière est un outil complémentaire. Ça ne remplace pas le masque. Hein. Donc, ça peut être utile dans certaines activités. C'est plus agréable aussi, quelquefois, à porter. Oui, pour visière, hein, en polycarbonate, en plastique, il n'y a aucune difficulté. Mais voyez-le en tant que moyen complémentaire. Quelques chercheurs ont pu constater que le virus aurait muté. Il est donc différent d'un pays à l'autre. Le décalage du nombre de cas et de décès pourrait-il aussi s'expliquer par cela? Alors, un coronavirus, ça mute souvent. Pourquoi? Parce que c'est un virus à ARN. Et quand il se... Oui, je vois vos grands yeux. Le virus se multiplie par copie. Il fait une copie de lui-même. Et quand on fait des copies, vous avez déjà fait de la copie, vous faites des erreurs de transcription. Vous faites des erreurs. Vous faites des fautes d'orthographe, vous oubliez une voyelle, vous en rajoutez une, voilà. Et ben quand le virus ARN fait ça, il se copie, il fait des erreurs de copie. Mais dans les systèmes ARN, il n'y a pas de relecteur. Il n'y a pas un système de relecture. Donc les copies qui sont mal faites, eh bien, elles resteront comme ça. C'est ce qu'on appelle la mutation. Les mutations existent donc avec les coronavirus, je vous l'ai dit, pour une raison très simple, c'est que ce sont des virus à ARN. Donc, ils sont exposés à ces erreurs de copie, à ces mutations. Mais jusque maintenant, les mutations que l'on a vues ne sont pas en relation soit avec un tableau clinique particulier, soit avec une origine géographique. Donc, il y a des mutations. Oui, on les voit, mais c'est pas parce qu'il a muté qu'il soit devenu plus dangereux. Ça pourrait arriver, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Et la probabilité est assez faible. Merci. Il est quasiment midi, mais on va prolonger un peu, François, c'est ça? Oui, si ça vous va, professeur Camus, on est encore 550 autour de cette table et il y a beaucoup de questions. Partir là. Oui, c'est ça. Mais est-ce que on sait que vous êtes extrêmement pris, mais si vous aviez quelques minutes, voilà, pour une dernière salle de questions et qui sont très nombreuses. Merci beaucoup. Alors sur l'interface Zoom, on a eu pas mal de questions. Je vais prendre celles qui ont reçu le plus de votes et éventuellement celles sur lesquelles il n'y aurait pas encore eu beaucoup d'éléments de réponse. Une question d'Alexandra de Kaiser, j'espère que je prononce bien. Bonjour à tous, j'ai entendu dire que les enfants définis comme potentiels porteurs sains du Covid-19 auraient une faible charge virale et par conséquent seraient faiblement contagieux. Qu'en pensez-vous? Non, c'est pas aussi simple que ça. Je ne pense pas que les enfants soient moins contagieux pour une autre raison, c'est que même s'ils ont une moindre charge virale, ils ont des comportements. C'est leur comportement qui les rend dangereux. Ce n'est pas tellement la charge virale, parce que c'est plus difficile pour eux d'observer des règles d'hygiène. Ils les comprennent, même les tout petits les comprennent. Le problème qu'il y a avec les enfants, c'est qu'ils s'en souviennent pendant 2 heures, ou même ils s'en souviennent pendant 1 heure, et pendant 5 minutes, ils vont complètement l'oublier et faire toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est ça, le danger des enfants, c'est ça. Ce n'est pas tellement la charge virale et la quantité de virus qui soit portée. Merci. Une question d'Anne-Sophie. Dans la deuxième vague d'épidémie en Chine de l'Est, le coronavirus a-t-il changé de forme génomique? Et si oui, cela recule-t-il ou compromet-il les premiers résultats de la recherche?
Non, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, il n'y a pas pour le moment de relation observée entre une mutation du virus et une forme clinique ou une forme épidémiologique. Soit il est plus virulent, soit il diffuserait encore mieux ou moins bien. Non, on n'a pas vu ce type on ne voit pas ce type de relation pour le moment. La deuxième vague ne peut pas être attribuée à un changement du génome du virus. D'accord. Alors, en fait, il y a des questions sur les masques, encore sur comment les masques grand public, comment les nettoyer. Donc, comment désinfecter efficacement les masques grand public bientôt disponibles, au lieu de les laver à 60 à chaque fois en machine, ce qui est assez lourd. Peut-on plutôt les mettre dans le four à thermostat 60 pendant une demi-heure, ce qui est plus simple, mais est-ce aussi efficace? On a pas mal de questions sur comment Oui, oui, je comprends l'idée. Bon, on est d'accord, hein, on n'asperge pas dessus une solution hydroalcoolique, on n'asperge pas dessus de l'eau de Javel, hein, on fait surtout pas ça. Hein. Mais donc là, j'ai compris, le 60 degrés, 30 minutes, ça peut paraître long à certains, préfèrent utiliser le micro-ondes, ça va plus vite. Il faut voir surtout si la structure dont a été fait le masque va supporter comment dirais-je, l'irradiation. Ça, je suis incapable de le dire. Mais là, il n'y a pas de recommandation particulière. Personne ne s'est encore véritablement penché sur la question. Parce qu'en général, on ne met pas de tissu au micro-ondes. On met les aliments, on met son assiette, mais on ne met pas les tissus. Donc, on n'a pas d'expérience là-dessus. Ouais. Et alors, Je ne le ferai pas. Je préfère avoir un jeu de masque et les laver, les traiter à 60 degrés pendant 30 minutes. Et alors, autre méthode, est-ce qu'on peut les tremper dans de l'eau bouillante savonneuse, si ça reste à 60? De l'eau à 60, ça brûle. Hein. Moi, je veux bien, si vous êtes capable de bien vous protéger, oui, ça revient à la même chose. Que ce soit la machine qui monte l'eau en température ou que vous ayez une casserole et que vous versiez dessus, ça revient au même. Et bouillantez pas, parce qu'une fois qu'on arrive à des températures trop élevées, ça détruit aussi la structure de certains tissus. Il faut être prudent. Mais 60 degrés, en général, la plupart des tissus les supportent. Une question de Sylvain. Bonjour, nous sommes une salle de spectacle qui avons toute une branche de nos activités tournées vers l'éducation. Comment mettre en place des systèmes efficaces pour protéger les salariés dans le cas d'accueil de petits groupes d'enfants? Et voilà, peut-on vraiment rassurer ces salariés? Regardez ce qui se passe dans les écoles où sont accueillis les enfants des soignants. Il y a des gens qui s'occupent des enfants et on n'a pas décrit une véritable épidémie chez eux. Et ils sont fort courageux, ils prennent incontestablement un risque, mais qu'est-ce qu'ils ont comme moyen? Ils ont un masque, bien souvent ils mettent des gants. Bon, je ne suis pas très convaincu, mais enfin, ils mettent un masque, ils se lavent souvent les mains. Ils font fort attention, bien entendu, à tous les échanges. Ils essaient de garder les distances avec les enfants. Donc, ça peut être appliqué. Alors, il y a beaucoup de questions. Alors, pour les spectacles, moi, si je peux me permettre une idée, vous avez retenu, il y a la règle des 4 mètres carrés. Bon. Mais il faut aussi l'interpréter avec intelligence. Vous avez une famille qui va dans une salle de spectacle, qui s'assied sur des fauteuils. Ils peuvent être les uns à côté des autres. Le papa, la maman, 2 enfants. On peut les mettre les uns à côté des autres. Après, c'est après qu'il faut respecter les 4 mètres carrés vis-à-vis d'un autre petit groupe ou d'une personne isolée. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse trouver quand même quelques informaticiens ingénieux qui fassent comme ça, en fonction des réservations qui sont faites, de dire, vous aurez les sièges I4 à I8, vous prendrez le I12, pas le I10, pour qu'il y ait des fauteuils entre enfin plutôt des places libres entre les différents spectateurs. On doit pouvoir faire ça. C'est de la gestion logistique et ça pourrait peut-être permettre à certains spectacles de reprendre. En prolongement
en prolongement de ce qu'a dit Pierre-Yves sur la question des événements, beaucoup d'événements aujourd'hui ont été annulés, des salons, des congrès, des spectacles, des concerts, des événements culturels. Quand vous paraît-il raisonnable, c'est une demande de beaucoup d'organisateurs aujourd'hui du monde de l'événementiel, quand vous paraît-il raisonnable de reprendre une activité quasiment normale? Ben, ce sera extrêmement difficile et ça va prendre plusieurs mois. Je pense que malheureusement, il ne faut pas attendre de miracle avant plusieurs mois. Mais il y a peut-être moyen, je ne dis pas que je ne suis pas un partisan du Yaka, mais je vous dis, gérer les places, gérer les sorties aussi, ce qui fait très peur à ceux qui sont chargés de prendre la décision de dire oui, vous pouvez ouvrir ou vous ne pouvez pas ouvrir, c'est l'étroitesse des sorties. Là, tout le monde se retrouve à 1 mètre carré, tout le monde se retrouve à 4 sur un seul mètre carré. Comme moi, quand vous êtes allé au spectacle, quand on sort tous en groupe. Bon, il faut essayer de gérer ça, essayer de le faire différemment de telle façon qu'il y ait le moins de contacts possible. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Je reconnais volontiers. Une question de Maxime. À ce jour, 4 fois plus de morts en France par rapport à l'Allemagne pour autant de cas confirmés. Votre avis, une hygiène différente, point d'interrogation, un comportement différent, point d'interrogation. Ce n'est pas une hygiène différente, c'est que quand vous pouvez faire des tests de diagnostic, c'est-à-dire détecter les porteurs, ensuite, c'est tout de suite que le porteur ne puisse pas aller contaminer les autres. Donc, c'est de mettre les autres sous surveillance. Il y a une période d'incubation de la maladie, donc vous êtes en contact avec quelqu'un, hein, vous apprenez que quelqu'un a été infecté. Vous savez que vous avez eu des contacts avec lui. Eh bien, vous allez vous faire tester à ce moment-là pour savoir si vous êtes porteur du virus. Le point difficile, c'est d'avoir suffisamment de tests de diagnostic. Et c'est là que le système a péché en France, c'est qu'on n'a pas eu suffisamment de tests de diagnostic. Une question du docteur Haro. Cher professeur, bonjour, très heureux que vous nous accordiez un peu de votre temps. Que pensez-vous du positionnement des pédiatres quant à la non-obligation du port de masque pour les enfants de la maternelle à la fin de primaire? C'est la vraie vie qu'il montre. Vous donnez un masque à un tout petit, c'est pas évident qu'il va le garder. Les enfants comprennent, mais appliquer pour eux, je vous dis, ils oublient. Donc, on peut, plus ils sont petits, plus ce sera difficile. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et en dessous de 5 ans, ça semble particulièrement difficile. Un mot sur la question des transports en commun du quotidien que vont utiliser à la fois les habitants, mais aussi les salariés, et potentiellement au sein de la région ou alors au sein des villes, que ce soit le métro, le tramway ou d'autres. On sait que la question de la distanciation sociale va se poser. Est-ce que la question du port du masque est de fait obligatoire, selon vous? Si on respecte la règle 1 mètre, au moins 1 mètre entre chaque personne, ou la règle des 4 mètres carrés, on s'aperçoit que ce n'est pas jouable. Donc, les transports en commun vont probablement, mais ça c'est une décision, je dirais, un peu politique, il y a un aspect politique non négligeable, mais ce serait tout à fait logique que le port du masque soit obligatoire pour les transports en commun. On ne peut pas multiplier les rames au point de distancier les gens, hein, d'avoir moins de personnes au mètre carré. Il y a des contraintes techniques pour les trains. Donc, la bonne solution, c'est plutôt le port du masque obligatoire. J'en reviens à propos des trains. Ceux qui prennent le TGV n'ont pas de crainte à avoir quant à la ventilation. C'est fortement ventilé, hein, quand on est dans un TGV et qu'on est près d'une fenêtre, on sent très fort la bouche de soufflerie. L'air est pris à l'extérieur. Donc l'air ne pas de danger particulier. Faut pas se faire peur, là. Ça ne sert à rien. Une fois, ça donne des conjonctivites parce que c'est irritant le flux d'air, mais ça ne présente pas de danger d'un point de vue microbiologique. Après les transports, un autre sujet. Confirmez-vous la présence de traces du virus dans les selles jusqu'à 30 jours après la contamination? Et si oui, quelles conséquences pour l'usage des toilettes publiques et notamment dans les écoles? Alors, oui, on retrouve dans les effluents, c'est comme ça qu'on appelle, c'est l'expression poétique, dans les effluents, on retrouve des virus. Mais attention,
on retrouve des fragments de virus. Le virus est un virus, autre caractéristique du coronavirus, c'est un virus enveloppé. Il a une enveloppe autour de lui qui est fragile. Et lorsque ça se retrouve dans les selles, c'est très rapidement dégradé. Donc on retrouve des bouts de génome, comme si on lui retrouvait un bras, une jambe, mais il n'est pas vivant. Voilà. Mais il ne faut pas non plus se faire peur. Petit conseil quand même, s'il y a un malade à la maison, de temps en temps, une rincée d'eau de Javel dans la cuvette des toilettes et bien entendu désinfecter régulièrement tous les objets de toilette et le mobilier de salle de bain, ça c'est quelque chose d'indispensable. Mais une rincette dans les toilettes d'eau de Javel ne fera pas de mal. D'autant que quand vous faites ça, vous ne polluez pas le milieu extérieur, hein, contrairement à ce qu'on pense. L'eau de Javel dans les conduits d'égout est très rapidement dénaturée. Donc, il ne faut pas penser qu'en sortie, il va sortir des milliers de litres d'eau de Javel qui vont contaminer tout l'environnement. Non, l'eau de Javel est rapidement dénaturée. Une question de Marc Delannoy. Cette crise du Covid-19 et ses conséquences à plus ou moyen terme sonnent-elles la fin du tourisme de masse tel que nous pouvons le concevoir aujourd'hui? Vous avez vu tout à l'heure dans la diapo sur le mur, on voyait le mur qu'on essaie d'opposer face à la maladie. Il était écrit « vivre avec hein ». Il va falloir qu'on vive avec, voire malgré lui. Hein. Il va falloir qu'on s'habitue, qu'on ait peut-être des modifications de comportement. Malheureusement, il y aura des incidences fortes sur tout ce qui touche le grand public. On parlait tout à l'heure de l'événementiel, mais il y a également tout le tourisme, hein, c'est certain. Les hôtels, les restaurants vont souffrir encore longtemps, hein, moi j'ai l'impression. Il ne faut pas dire non, d'ici quelques semaines, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien. Et pour poursuivre sur cette question du tourisme, on salue Marc Delannoy qui, pour ceux qui ne le savent pas, président de l'Office du tourisme de Lille. Sur la question des hôtels, des restaurants, des lieux culturels qui vont accueillir du public, au-delà de la question de la climatisation, de la ventilation qu'on a évoquée tout à l'heure, quelles bonnes pratiques, tout simplement, on peut donner à ces établissements qui vont accueillir des touristes notamment, dès que l'activité va reprendre? Ces établissements ont une structure qui permet de protéger les gens. La preuve en est, c'est qu'on a même imaginé que dans certains cas, certaines personnes particulièrement fragiles, malades, pourraient être mises dans des chambres qui souvent sont au standard 2 étoiles. Ce que j'appelle 2 étoiles, vous avez votre lit, et vous avez des toilettes propres, qui sont dans la chambre. Donc, à partir du moment où les gens rentrent dans leur chambre, ils sont protégés. Hein. Donc, après, c'est plus le problème des accès et des surfaces communes. Si on pouvait régler ce problème-là, trouver une autre façon, peut-être que les hôtels pourraient reprendre. Hein. C'est-à-dire, on aurait des hôtels où les gens, ça ferait dortoir, bien sûr, les gens n'auraient aucune communication, mais c'est peut-être pas impossible à imaginer. Parce que la structure de la chambre s'y prête. Alors, autre question de François Bou de l'ONL. Quand pensez-vous que les rassemblements de personnes pourront reprendre? Dans quelle proportion ou bien jusqu'à quand voyez-vous cette interdiction au moins? Je crois que j'ai déjà, à travers plusieurs de vos questions, répondu à ça. Ouais. Faire des plans, faire des prospectives, moi, je n'y arrive pas. Et je crois qu'aucun expert ne se risque à ça. Après, il y a les devins qui nous promettent des choses, mais ça, c'est autre chose. C'est pas tout à fait de la science. Une question de Pascaline Gras. Bonjour à tous, je souhaiterais connaître le niveau sanitaire qui sera exigé dans le cadre de la location de gîtes à visée touristique, mais également professionnelle. Dois-je fournir masque et gel pour chaque client? Le port du masque, c'est quand même de la responsabilité de chacun. Donc, il ne faut pas trop attendre que le propriétaire de la location vous les fournisse. Hein. Puisque, par exemple, si c'est obligatoire de le porter, c'est quand même, je ne pense pas qu'il y aura une distribution gratuite aux portes du métro ou aux arrêts de bus. Ça va être l'obligation à chacun
de se fournir du matériel. Donc, vous partez en vacances, c'est la question là. Hein. Quelqu'un qui part en vacances, c'est à lui à prendre les dispositions pour être régulièrement ravitaillé en masque ou en gel hydroalcoolique. C'était aussi la question d'une professionnelle du tourisme qui accueille des clients dans son gîte Oui, ou c'est ça. un hôtel. Donc les masques, on comprend que voilà, ce sera la responsabilité de chacun. Mais par exemple, il faut mettre du gel, il faut désinfecter, il faut… Oui. Sur cette question hôtelière, beaucoup d'hôteliers aujourd'hui sont en train de travailler sur la réassurance auprès de leurs clients. Des grandes chaînes, mais aussi des indépendants mettent en place des labels. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que l'exigence qui va être posée sur les hôteliers va devoir aussi sans doute être la même pour ceux qui ne sont pas des hôtels, mais qui vont accueillir les touristes. On pense au gîte, on pense à Airbnb qui aussi travaille, a fait une annonce hier soir sur un label donné à leur hôte. Tout simplement parce que voilà, l'exigence qu'on a sur nos hôtels, il faut aussi qu'elle pèse aussi sur ceux qui accueillent des visiteurs mais qui ne sont pas des hôtels. Question pratique sur les fruits et légumes. Que faire de nos fruits et légumes après achat? Les laisser quelques heures sans les toucher? Faut-il désinfecter tout ce qu'on achète? Alors, quand on va au supermarché, d'abord, il ne faut pas prendre des fruits, mais je pense que beaucoup prennent des dispositions. On ne tripote pas les fruits, quoi. Les fruits, les légumes, on ne les tripote pas. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui peuvent être lavés avec une eau très légèrement javélisée. Hein. Il suffit de laisser tremper dans son évier les légumes avec une ou deux gouttes de javel. Il ne faut pas verser, ce n'est pas une rincette d'eau de javel, hein. Il peut avoir quelques gouttes. C'est une méthode de désinfection de l'eau hein, qu'on préconise alors pour, par exemple, ceux qui voyagent dans des pays où l'eau n'est pas de bonne qualité. On leur dit, par litre d'eau, vous pouvez toujours mettre 2 gouttes d'eau de javel, ça va stériliser votre eau. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Alors après, il faut les stocker au réfrigérateur, pardon. Il faut les stocker au réfrigérateur dans des emballages séparés. De telle façon que si jamais un des aliments a été contaminé, qui ne contamine pas, ou a été mal décontaminé, qui ne contamine pas les autres. Donc les réemballer et les mettre au frais. Voilà, ça suffit. Et dans la même lignée, est-ce qu'on peut continuer à manger des crudités ou est-ce qu'elles portent le virus si non désinfectées avant? Pensez-vous qu'un bon nombre de gens malades ont peut-être mangé les salades et les crudités? Enfin, voilà, on pense aussi aux restaurateurs l'été qui arrive. Voilà. Enfin, il faudrait que le maraîcher, il ait pris sa salade, qu'il ait toussé dessus, qu'il ait ensuite… Bon, je ne dis pas que c'est impossible. Vous savez, c'est le sketch de Bigard avec la rage. Il y a une chance sur 3 millions. Alors, et ça finit par tomber sur lui, malheureusement. Et là, je peux pas dire non, c'est impossible. Mais la probabilité est tellement faible qu'il ne faut pas non plus se stresser pour ça. Hein. Personnellement, je mange des radis. Ça me fait… Enfin, j'ai encore rien pour le moment. Peut-être quelques dernières questions, Pierre-Yves. Oui, on parlait de la pratique sportive, mais faut-il porter un masque quand on fait du sport? Question de Thierry Landron. Thierry Landron, qui est le patron de chez Mer, la maison Mer, et qui est aussi président d'un grand club sportif, le LUC. D'accord. Porter un masque en faisant du sport, c'est difficile hein, quand même. En général, quand on fait du sport, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, de la fréquence, oui, cardiaque, mais de la fréquence pulmonaire, il y a un besoin d'air beaucoup plus important. C'est pas toujours facile. Mais si vous pouvez, ben, faites-le. Mais je ne vois pas tellement dans quelles circonstances on pourrait porter un masque. Il vaut mieux sans retentir sur la performance athlétique. Je pense qu'il vaut mieux, comment dirais-je, garder les distances. Hein, ça me paraît et ne pas trop ne pas favoriser pour le moment les sports d'équipe et les sports collectifs. Je pense qu'on a le temps pour 2
petite dernière question. La première, c'était par rapport aux grands-parents. Une précision, c'est à quel âge est-on une personne âgée? Par exemple, des grands-parents de 55 ans, est-ce qu'ils peuvent, eux, garder leurs enfants? Est-ce qu'on les considère comme étant des personnes âgées à risque ou bon, pas. Non, mais à 65 ans, on est un gamin, hein, actuellement. Le tout est de savoir si on a des comorbidités ou pas. C'est pas du tout la même chose entre quelqu'un qui est encore capable d'avoir une activité physique importante, qui n'a pas de troubles majeurs cardiaques, pulmonaires, neurologiques, qui vit pratiquement ce qu'il a toujours vécu. Bien sûr, c'est pas l'âge de l'état civil qui compte, c'est l'âge de, comme on dit, c'est l'âge de ses artères. Donc il y a une appréciation qui doit être faite un peu par chacun. Mais si vous êtes insuffisant rénal, avec quelques troubles du rythme cardiaque, c'est sûr que à 65 ans, là, vous serez considéré comme une personne à risque. Il faut plus raisonner sur la notion du risque que la notion de l'âge. Mais ça fixe une barrière. Et enfin, autre cas pratique sur la distanciation, notamment dans le tourisme, une question d'Olivier Duhamel. Bonjour, pour les activités de groupe en plein air, visite guidée, quelles sont les recommandations? Comment appliquer la distanciation dans ce type de pratique? Alors, s'il faut une marche calme, ben, c'est laisser quelques mètres entre chacun. S'ils font de la marche nordique, là, qui est physiquement beaucoup plus intense, hein, alors là, il faut que les distances et l'espacement soient beaucoup plus importants. Et bien entendu, ne pas casser la croûte ensemble en arrivant à l'étape. Hein. C'est l'erreur. L'erreur, elle est souvent là. Tant que pendant le temps d'activité, ça va, on respecte la règle, et puis on arrive, et puis il y en a un qui ouvre comment dirais-je, le sac à pique-nique, et on commence à pique-niquer ensemble. Non. Non. Et alors, sur les visites guidées, une petite précision, de plus en plus, ça se fait déjà, mais ceux qui ne le font pas peuvent le mettre en place, c'est que le guide conférencier peut avoir un petit micro, ce qui lui permet de parler plus doucement et de façon moins directement auprès de ses visiteurs. Et les visiteurs, avec une petite oreillette, peuvent entendre voilà, la conférence, le discours, ce qui permet en tout cas d'éviter la projection, et c'est ce qui va se mettre en place dans pas mal d'offices du tourisme. Oui, bonne idée. Merci. Merci à vous, merci énormément à vous. On a débordé parce que les questions étaient extrêmement nombreuses. On est encore près de 450 autour de cet écran. Merci beaucoup, professeur Camus, de vous être rendu disponible, d'avoir aussi un peu vulgarisé pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément tout ce langage scientifique. C'était important pour nous, pour nos ambassadeurs, nos partenaires. On en profite aussi pour envoyer un salut amical à Cédric Caravetta qui a rendu cela possible au sein de l'Institut Pasteur de Lille. Merci à vous. N'hésitez pas, faites vos dons aussi auprès de l'Institut Pasteur de Lille, c'est très important. Vous pouvez aussi vous engager auprès d'Hello Lille en devenant ambassadeur sur le site Hello Lille. Vous verrez un onglet Je m'engage, ça prend 10 secondes et vous pourrez suivre toutes nos actualités et vous engager aussi pour faire réunir le territoire. Merci beaucoup Pierre-Yves d'avoir été le porte-parole de nos téléspectateurs et on vous dit à très très bientôt, portez-vous bien et bonne suite à toutes et à tous et à très 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 bientôt. Merci beaucoup encore professeur Camus. Au revoir. Au revoir. Au revoir.